Alors aujourd'hui, euh, de quoi allons-nous parler? Alors le titre est un petit peu ambitieux et peut-être qu'il sera nécessaire d'en parler un petit peu. Alors, les neurosciences cognitives à l'école, une nécessaire transversalité. Et comme si ça ne suffisait pas, on a rajouté un petit sous-titre de l'importance d'intégrer les neurosciences dans le cursus de développement professionnel des enseignants. Donc, comme on vous le disait, pour mener cette séance, il y a Christian Philibert qui est membre du laboratoire Graines Monde. Donc, il m'a demandé de faire simple en le présentant, ce que je vais m'empresser de faire. En gros, si les neurosciences étaient Star Wars, on pourrait dire que Christian Philibert serait un neuro-Jedi. Et pour l'accompagner, il y a donc moi-même qui suis formateur au lycée Mermoz d'Abidjan et au CDP d'Abidjan, et Marjorie Decriem, qui sera présente avec nous par le biais d'une capsule. Et tous les deux, nous serions alors ces petits padawans, puisque nous sommes tous les deux, nous participons à un DU de formation en neurosciences qui est encadré et par Pascal Toscani et notamment par Christian Philibert. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, justement, de quoi parle-t-on? Ce titre un petit peu complexe, avec parfois presque des gros mots, que se cache-t-il derrière ces titres-là? Ensuite, nous allons aborder les neurosciences dans un cadre scolaire, en disant que peut-être ça peut proposer un nouvel éclairage, peut-être également en point 2 que ça nous permet d'adapter, de réinterroger certaines choses, et enfin, est-ce que finalement ça ne nous permettrait pas de tout changer pour l'interrogation? Alors, si ça vous va, et on l'espère, eh bien, ma foi, c'est parti. De quoi parle-t-on? Reprenons un petit peu les termes de notre titre, les neurosciences cognitives à l'école. Alors d'abord, les neurosciences cognitives. Alors, que sont les neurosciences? La cognition regroupe l'ensemble des facultés de l'esprit produites par le cerveau. Elle se manifeste dans le comportement. Bien. On a ouvert une première poupée russe, mais lorsqu'on a parlé de l'ensemble des facultés de l'esprit, peut-être qu'il serait bon de voir ce qui se cache derrière justement ces facultés de l'esprit. Derrière ces facultés de l'esprit se cachent plusieurs choses. La mémoire, l'attention, l'inhibition cognitive, la biorhythmicité, la conscience du langage, la motricité, la cognition sociale, le rôle des émotions, la plasticité cérébrale, etc., etc. Bref, il se cache plusieurs choses. Donc, on est plus ou moins d'accord sur ce que sont les neurosciences cognitives, mais là encore, il y a le terme de école. Et effectivement, les neurosciences cognitives, lorsqu'on transfère les neurosciences cognitives vers l'apprentissage, que ce soit en direction des enfants ou des adultes, puisque nous, adultes, nous ne cessons d'apprendre, alors nous allons parler de neurodidactique, terme qui nécessitera peut-être de revoir un petit peu. Les neurosciences cognitives à l'école, très bien. On nous parle de transversalité. Transversalité dans quoi? Transversalité dans plusieurs choses. D'abord dans les disciplines, dans nos savoirs, dans les différents niveaux et peut-être même d'ailleurs dans nos démarches. Les neurosciences, effectivement, on va le voir, peuvent être transdisciplinaires. D'ailleurs, la neurodidactique, comme la pédagogie, se veulent transversales et génériques par définition. Dernier terme, on nous dit que c'est nécessaire. Bien, alors si on nous dit que c'est nécessaire, peut-être que ça peut renvoyer à deux questions. Une nécessaire transversalité. D'abord, ne le sont-elles pas déjà transversales? Et deuxièmement, nécessaire, mais pourquoi faudrait-il qu'elles le soient? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers deux questions. La première, c'est quelle est la place des neurosciences dans nos classes? Et la deuxième question, quels en sont les enjeux pour nos élèves et notre école? Alors, les neurosciences sont déjà visibles dans nos classes. Et lorsqu'on sollicite Internet pour des pistes permettant l'application, le transfert des neurosciences à nos classes, on trouve pléthore d'affichages et d'outils à destination des élèves pour les aider à mieux mémoriser, à gérer leur attention, à prendre en compte leur humeur, etc., etc. Et s'ils sont à destination des élèves, ces différents affichages témoignent également de l'intérêt croissant des collègues et de leurs équipes pour une approche qu'on voit plus innovante, une approche un petit peu différente. Et la simple utilisation de ces différents affichages ou de ces outils permet parfois d'ébranler déjà certaines convictions et de faire évoluer des pratiques de classe. Mais ce n'est sans doute pas nécessaire. Sans doute pas nécessaire parce que ces outils
peuvent être fondamentaux, certes, mais ils ne doivent pas occulter ce qui justifie et ce qui explique leur pertinence. Car si les neurosciences étaient un iceberg, peut-être que ces outils en seraient la simple partie émergée et qu'il faudrait voir la partie entière de cet iceberg. Pourquoi on pourrait peut-être se contenter de l'utilisation de ces outils? Parce qu'il y a des risques. Les risques, de manière non exhaustive, j'en ai identifié 3. Le premier, ce serait de ne pas toujours utiliser ces outils à bon escient ou avec la fréquence nécessaire ou dans la logique qui s'impose. Le deuxième risque, ce serait ne pas s'interroger soi-même, ne pas s'interroger plus largement sur ces pratiques et sur ce qui s'inscrit déjà dans les neurosciences, sans peut-être même qu'on puisse l'identifier clairement, et sur ce qui serait peut-être nécessaire de faire évoluer. Le troisième risque, c'est d'utiliser des outils qui n'ont pas de légitimité. On peut, par exemple, penser à certains outils qui s'appuieraient sur ce qu'on appelle aujourd'hui des neuromythes, comme le brain gym, par exemple. De manière un petit peu provocante, on pourrait dire que le risque, finalement, ce serait de voir les neurosciences par le petit bout de la lorgnette ou alors d'avoir des neurosciences comme du prêt-à-porter. Donc justement, s'il faut voir un petit peu ce qui justifie et explique leur pertinence, ouvrons une poupée russe supplémentaire et voyons voir un petit peu ce que nous disent les neurosciences sur notre cerveau. Alors, Christian, quand on voit ça, nous, en tant qu'enseignants, on nous dit que le cerveau est évolutif, autonome, plastique, projectif, prédictif, narrateur et interprétateur, simulateur d'action, prédicteur des conséquences des actions, émulateur ou transformateur du monde. Christian, est-ce que moi, enseignant, il faut que je travaille avec ces éléments-là? Alors à la fois oui et non. C'est-à-dire, si je veux, c'est plutôt le monde de la recherche qui s'intéresse à cet espace-là. Par contre, ce qui va être important comme enseignant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces adjectifs pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que du coup, c'est comment je comprends pas la question d'évolutif, autonome, plastique, etc. C'est-à-dire des termes qui me paraissent étrangers, comment je peux les traduire dans le langage de l'école, c'est-à-dire dans le langage de l'apprentissage en l'occurrence, par rapport à ça. Donc, en gros, on compte sur vous, chercheurs, pour nous faire une passerelle vers un langage qui peut nous intéresser, mais qui n'est pas toujours abordable, grâce à la neurodidactique, pour voir quel est le lien, un lien plus direct pour mettre en pratique avec nos classes. C'est ça l'idée, Christian? Oui, tout à fait. Et en même temps, ce sera tout à fait indispensable de comprendre ces adjectifs. C'est ça que je veux dire. On peut pas dire, dites-nous, traduisez comme ça un peu globalement pour nous. Ça veut dire aussi que c'est bien si l'enseignant devient aussi un enseignant-chercheur. C'est-à-dire s'il se pose des questions sur, mais au fond, comment mes élèves apprennent et qu'est-ce que je sais déjà de cette chose-là. Mais du coup, Christian, peut-être vous nous compliquez un petit peu la tâche quand même, Ah de oui. l'importance d'intégrer les neurosciences dans le cursus de développement professionnel des enseignants. Je disais, Christian, on a l'impression peut-être que vous compliquez nos tâches parce que d'un côté, il y a la didactique, de l'autre, il y a la neurodidactique, et nous, enseignants, on se situe où là-dedans? Est-ce que la didactique et la neurodidactique sont deux courants séparés? Est-ce qu'ils ont des points communs? Est-ce qu'ils ont des différences? Est-ce que aller dans un courant neurodidactique, ça voudrait dire renoncer à la didactique? Et inversement, est-ce que rester fidèle à une forme de didactique, c'est renoncer à quelque chose qui semble s'avancer? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Christian, sur la neurodidactique et la Alors, différence avec la didactique? oui, du coup, on va essayer de rentrer là-dedans. Je dirais, par rapport à ta question, d'abord, ce ne serait pas une question d'opposition. Ce serait plutôt comme une sorte de, comme souvent d'ailleurs en didactique, d'agrégation peu à peu de choses qu'on sait. Par contre, alors, je vais paraître un peu bizarre, en disant la neurodidactique, c'est comme la suite de la didactique, c'est comme un palier supplémentaire, mais on n'a pas changé de nature. Par contre, je prendrais bien un exemple pour montrer qu'il y a rupture. Ce serait de dire, par exemple, qu'est-ce qu'a été l'Iliade et l'Odyssée avant l'apparition de l'imprimerie et après l'apparition de l'imprimerie. Donc, c'est toujours l'Iliade et l'Odyssée, c'est toujours le même Ulysse et la même guerre de Troie, mais une fois que je dispose de l'écrit, mon rapport au savoir,
c'est-à-dire mon rapport à l'écriture de l'Iliade et l'Odyssée, va changer. Je pourrais revenir en arrière, je pourrais relire des choses, je pourrais, etc. Ce qui était compliqué quand je devais dérouler les choses simplement avec ma mémoire. Donc on serait de cet ordre-là, c'est-à-dire le fond est le même, c'est toujours la question du rapport au savoir, mais du coup, le fait de comprendre comment fonctionne le cerveau, finalement, modifierait quelque peu la façon dont on peut traiter la question entre les savoirs, la question de l'enseignement et la question de l'apprentissage. Alors, la neurodidactique garde les deux composantes pensées par l'idactique. C'est same, ces deux composantes-là sur ce qui concerne les mécanismes de l'apprentissage, et Tout le à deuxième fait. sur ce qui concerne la nature des connaissances, des savoirs et des contenus programmes scolaires. Oui. Mais, C'est-à-dire, oui, oui, je t'en non, prie, non, Christian. non, 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 non. Vas-y, vas-y. Mais il y a néanmoins des différences qui concernent les mécanismes de l'apprentissage. Ces mécanismes, en fait, ils ne sont pas fondamentalement revus, mais Christian, l'idée, c'est qu'ils s'appuient sur des connaissances qui sont plus récentes. Tout à fait. Voir, justement, c'est pas, justement, il y a la question du mot mécanisme de l'apprentissage. C'est tous les gros mots qu'il y avait tout à l'heure, tous les adjectifs euh, évolutif, autonome, plastique, projectif, narrateur. C'est précisément cette question-là qui va revenir là, à ce moment-là. Tout ce qui était dit tout à l'heure comme oui, mais ça appartient au monde scientifique, sauf qu'ils vont venir éclairer, au fond, c'est une question d'éclairage de la façon dont on va penser l'apprentissage. Et du coup, les mécanismes de l'apprentissage, oui, mais en intégrant les connaissances actuelles en sciences cognitives. Et du coup, Absolument. forcément, si l'objet est le même, les avancées sont tout autres, puisque on a quand même fait des avancées significatives en sciences cognitives. Et là, autre élément aussi, Christian, sur la nature des connaissances, des savoirs et des contenus des programmes scolaires, il y a quand même un mais et qui n'est pas des moindres. Oui, alors c'est sans doute celui-là qui est peut-être plus important que le premier point, mais qui en découle évidemment. C'est-à-dire que là, c'est écrit en inversant le processus. C'est-à-dire que très souvent, la question, par exemple, de la didactique allait toujours dans le sens, enfin, était lue par les problématiques de celui qui enseigne. C'est-à-dire, au fond, euh, quand on parle de didactique des sciences, quand on parle, etc., les élèves n'en savent rien. C'est-à-dire, c'est comme si ça intéressait les enseignants en disant, par rapport à telle notion, à telle définition, à telle partie de mon programme, comment la didactique cherchait à éclairer, au fond, comment je vais m'y prendre. C'est-à-dire, quelle est la nature de ces savoirs et en fonction de la nature de ces savoirs, comment je vais devoir enseigner. À partir du moment où on rentre dans l'univers des neurosciences, la question est posée plutôt à partir de celui qui apprend et non à partir de celui qui enseigne. Et c'est là où il y a le but different, qui est très, très important. Effectivement, alors du coup, on peut peut-être finalement s'interroger sur la pertinence de laisser de manière un peu juxtaposée ces deux termes. Pour reprendre une image, c'est comme si on avait de la SVT et de la SVT darwinienne. On peut quand même espérer que quand même prochainement, le terme de neurodidactique ne soit plus nécessaire et que la neurodidactique en soi déjà intègre les différentes, actualise un petit peu les avancées en sciences cognitives et puisse changer un petit peu, inverser ce processus dont tu parlais précédemment. Mais alors, les sciences cognitives, il y a 6 fondements, 6 fondamentaux, et ces 6 fondamentaux, en fait, c'est des fondamentaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer largement ensuite lorsqu'on va pouvoir réinterroger ou aborder nos pratiques de classe. Alors, ces 6 fondements de la neurodidactique, le premier, c'est que notre cerveau n'est pas une page vierge à la naissance. Il possède des connaissances acquises, vraisemblablement, au cours de l'humanité. Donc ça, si je ne fais pas erreur, Christian, ça va quand même à l'encontre de ce qu'on nous disait et de ce que nous disait notamment Piaget par rapport au cerveau de l'enfant qui était une tabula rasa qu'il nécessitait d'ensemencer. Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans cette question-là, on retrouve au fond euh, les termes
qu'on voyait tout à l'heure sur la diapo, d'ailleurs avec le même fond, le même dessin, c'est un rappel important. C'est-à-dire que si on prend la dénomination, par exemple, de Jean-Pierre Changeux, comme ça peut-être ça va être plus clair pour tout le monde, il parle de préconception, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'humanité, un bébé qui naît ne naît pas justement en étant comme une sorte de boîte vide, mais il possède déjà un certain nombre de connaissances que Changeux appelle, là, notamment dans son dernier ouvrage, des préconceptions. Et ces préconceptions vont lui servir en fait à lire le monde, à, à analyser ce qui lui arrive, j'allais dire, à entrer en relation avec le réel. Il entre dans le réel, non pas en l'absorbant comme une éponge, mais en partant de ses préconceptions qu'il va projeter sur le monde et repérer un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que dans ce qui est écrit là, c'est pas seulement au cours de l'humanité, c'est aussi au cours de sa propre vie. C'est-à-dire quand on parlait d'évolutif, il faut lire l'évolution comme effectivement l'évolution de l'humanité qui nous a permis de créer un certain nombre de préconceptions, par exemple la capacité à lire ce qu'il y a sur les visages des autres, à faire la différence entre des objets et des personnes, à avoir un sens de la proportionnalité, enfin, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont là, à se repérer dans l'espace, et ainsi de suite, des choses que nous n'apprenons pas, mais qui sont déjà là. En Et gros, il y donc, a une expression qui marque souvent et qui est un petit peu réductrice, mais que l'enfant dispose finalement de pré-câblages qui sont le fruit de son évolution et qui lui permettent déjà d'être prêt pour faire certaines choses. Ça nécessite en soi une forme d'élagage. Il a énormément de choses et il va être amené à se spécialiser, à devenir expert, par exemple expert dans une langue, alors que d'un point de vue neuronal, il serait capable d'apprendre n'importe quelle langue. tout à fait. Deuxième élément, Christian, le cerveau statisticien compile en permanence des statistiques fondées sur la probabilité. Alors, là, ça veut dire que si on repart du point numéro un, exactement ce que tu disais sur l'apprentissage des langues, il peut apprendre toutes les langues. D'accord? Sauf qu'il va apprendre celle avec laquelle il est en fréquence permanente, c'est-à-dire le cerveau statisticien, ça veut dire que l'enfant, au fur et à mesure de son enfance, puis toute notre vie, on va compiler ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit normalement se passer. Et donc, il va repérer, souvent, par exemple, des parents pensent qu'on va faire vivre quelque chose d'exceptionnel à un bébé ou à un enfant. Pas du tout, en fait, c'est ce qui va arriver le plus souvent. Et c'est ce qui se reproduit le plus souvent que le cerveau va traiter, ce qu'on appelle des algorithmes, comme étant ce qui doit normalement se passer. Et ce qui doit normalement se passer, c'est ça la notion de probabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit normalement arriver, je ne sais pas quoi, le matin, par exemple, le matin, maman rentre, elle ouvre les rideaux de ma chambre. Ben, ça devient, justement, je fais une statistique et je sais que tous les matins, ça doit être comme ça. Donc, si ça L'image, change, c'est que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas normal. l'image qui est très bonne et que tu avais déjà employée, c'est l'image de votre téléphone lorsque vous écrivez un message. D'un point de vue statistique, par rapport à la fréquence des termes employés, il vous fait une proposition de mots. Et puis, ce sont en général les mots que vous utilisez le plus souvent. Et il est parfois possible que le mot ne fonctionne pas et du coup, il va repenser un petit peu cette approche statistique fondée sur la probabilité. C'est ça Le, l'algorithmicité du cerveau. le cerveau prédictif projette sa vision du monde sur tout apprentissage et vient de fait modifier le concept de représentation dont on parlait précédemment. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on parlait de pré-représentation et de représentation. Donc là, on va essayer, parce que là, du coup, on est rentré au cœur de la didactique. Cette idée de cerveau prédictif, c'est sans doute ça la plus grande révolution. Parce que justement, pour l'enseignant, l'idée de dire, c'est l'élève ne sait pas, donc je lui apporte le savoir. Et manque de chance, c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que le cerveau, au fur et à mesure de ce cerveau statisticien dont on parle, c'est qu'il se crée à l'intérieur de lui une propre vision du monde. C'est-à-dire chacun de nous porte dans son propre cerveau un monde entier, une vision du monde. Et cette vision du monde, il va la projeter sur le monde extérieur pour comprendre le monde ou pour, j'allais dire, poursuivre son aventure de l'apprentissage. Et donc,
il va partir des pré-représentations pour se créer dans les situations d'apprentissage des représentations. Donc, on va partir de pré-représentations qui sont là et de création de représentations au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc, par exemple, quand on va lui parler de digestion, il va se représenter le parcours des aliments à partir d'un certain nombre de statistiques qu'il a effectuées avant. Et donc, il va par exemple imaginer, c'est ce qui va le conduire à une erreur, d'imaginer que le système digestif consiste à séparer les liquides des solides avec deux sorties, ce n'est pas très poétique ce que je dis, mais deux sorties de l'organisme. Et donc, pour lui, il y a deux sorties parce qu'il y a les liquides et les solides, et que du coup, il va entamer, il va rentrer dans une erreur profonde du concept de digestion, mais parce que ça, c'est sa représentation plutôt enfantine, mais dont il va avoir énormément de mal à se débarrasser dans les cours de SVT. Donc, vous avez vu que le fait de projeter vers l'extérieur son monde intérieur, d'essayer de donner du sens au monde extérieur avec un monde intérieur, en termes d'apprentissage, on va le voir, ça a des conséquences quand même assez importantes. Le principe de la mise à jour permanente qui modifie le rapport au temps. Alors ça, au contraire, c'est le bon côté de l'éducation et de l'apprentissage. C'est-à-dire que notre cerveau, contrairement à celui de certains animaux qui sont intelligents, hein, bien sûr, c'est la plasticité cérébrale qui est en jeu ici. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que notre cerveau est capable de modifier justement ces représentations au cours de l'apprentissage, il va en fait non pas garder le câblage qu'il avait au départ. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu disais, on devient l'expert de nos propres connaissances, enfin de nos propres apprentissages au fur et à mesure du temps. Un système de pensée à deux vitesses. Alors ça, on parle d'un système Kahneman. Alors c'était un économiste à la base, mais pourtant, il nous a proposé quelque chose qui nous est bien utile. Oui, puis qu'on retrouve malgré tout sous d'autres formes. Par exemple, quand je parle de pensée froide et chaude, etc. On va essayer d'être clair. Ça veut dire que, et puis on peut faire l'expérience tous les jours dans notre vie. Notre cerveau n'est pas plus gros que nos deux poings réunis. Donc par rapport à notre masse du corps, c'est pas grand-chose, sauf qu'il consomme à lui tout seul 20% de notre énergie. Donc le cerveau, en fait, va chercher malgré tout à économiser cette énergie. Donc il se crée des automatismes. Hein, on voit depuis le début des statistiques, il va se créer des règles, etc. Donc il va prendre l'habitude de travailler de façon automatique, de façon non consciente, de façon automatique, etc. Nous faisons plein de choses dans la vie. Les gens qui font le café le matin, ils ne relisent pas leur mode d'emploi. C'est-à-dire c'est complètement intégré. Ça, c'est un système dont on a vraiment besoin parce que c'est ce qui nous permet d'aller vite, enfin de faire un certain nombre de choses. Par contre, si on se redit bien les choses, ce système 1, sa caractéristique, c'est d'être intuitif, mais c'est d'être non conscient. Donc, il a l'avantage d'être rapide, mais il est non conscient. Et donc, ce que Kahneman met en exergue, c'est que le cerveau peut adopter une autre façon de travailler qui est par contre beaucoup plus lente, beaucoup plus consommatrice, comme je le disais, mais cette fois-ci qui est capable d'entrer dans la complexité, c'est-à-dire de faire des liens entre des choses qui sont relativement différentes ou entre des savoirs nouveaux et des savoirs anciens, et qui donc suppose qu'il y ait conscience. C'est-à-dire je suis conscient que ce qu'on me dit, c'est une partie de ce que je sais déjà, que je dois modifier, et ainsi de suite. Est-ce que je serai suffisamment clair sur ces deux vitesses ? Ce système 2, en fait, il permet de réinterroger le système 1 qui a un côté algorithmique, un côté automatique et qui fait qu'on arrive parfois, qu'on peut heureusement conduire sans réfléchir en parlant à quelqu'un. Mais le système 2, c'est le système réfléchi, c'est le système tortue parce que forcément, il est plus lent, mais qui est tout aussi fondamental que le système 1, les deux étant forcément indissociables. Mais l'objectif étant bien, c'est important, que ce système 1, on n'en soit pas prisonnier. C'est-à-dire que grâce à la plasticité cérébrale, ce système 2 vienne modifier le système 1 dont on a besoin parce qu'il est rapide. Exactement. Et l'importance de la rétroaction au cœur des dispositifs pédagogiques, c'est directement en lien avec ce qu'on vient de dire, ça, n'est-ce pas ?
Alors oui, tout à fait. À la seule différence que là, il faudrait rentrer dans le système éducatif et sa question de l'évaluation, sans doute sur lequel on reviendra plus tard. La rétroaction, c'est le besoin de repérer au fur et à mesure d'un apprentissage si je suis sur la bonne voie, si je le disais un peu rapidement. Et donc, c'est important que, en fait, un élève qui apprend, il a besoin, pour gagner en confiance en lui-même, surtout si la discipline qu'il enseigne le stresse un peu ou il n'est pas très sûr de sa démarche, la rétroaction va lui permettre d'être efficace et de gagner en confiance en lui et donc d'être capable de relever des défis plus importants au fur et à mesure du temps. Alors, une fois qu'on a tout ça, en tant que formateur, en tant qu'acteur de son propre développement, nous, enseignants, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, d'abord, de manière générale, on peut dire qu'avoir dans la tête ces différentes conceptions neurodidactiques, d'abord, ça permet de renforcer des convictions et de proposer un nouvel éclairage sur des fondamentaux. Il n'est pas question ici de manière exhaustive de voir en quoi est-ce que ça peut modifier, mais de nous appuyer sur quelques exemples qui sont partagés avec les collègues. Par exemple, sur le climat de classe. Le climat de classe, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose dont on parle avec les collègues depuis très longtemps. Mais lorsqu'on aborde le climat de classe avec une conception différente portée sur le neurosciences, il y a un nouveau regard qui est porté sur son importance. Par exemple, lorsqu'on parle sur l'organisme des différentes hormones qui sont libérées, lorsqu'on parle du sentiment d'auto-efficacité, lorsque l'on parle de l'atteinte du flow, lorsque l'on parle des besoins de compétences, des besoins d'autonomie et des besoins d'appartenance, on parle de la même chose, mais on met simplement un argument en plus qui fait que le regard qu'on porte sur le climat de classe et sur son aspect fondamental est différent. Autre élément aussi, par exemple, avec la bienveillance. La bienveillance, ça a un côté parfois, hélas, un peu tarte à la crème. On nous en parle beaucoup, mais avec une approche un peu différente, on peut en remesurer l'aspect fondamental. Lorsqu'on parle du cortex orbitofrontal, lorsqu'on parle de l'hippocampe et lorsqu'on parle de l'amygdale, pardon, et de leur place dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, par rapport à son apprentissage, par rapport à sa mémoire, par rapport au contrôle des émotions, on se rend compte un petit peu mieux des conséquences qu'on peut avoir, nous, en tant qu'enseignants, par exemple, sur une violence éducative ordinaire, avec des impacts qui dépassent le cadre de l'enfant pour impacter de manière définitive un adulte. Définitive, on n'espère pas, mais en tout cas, malgré tout, de manière durable, un adulte. Alors qu'à l'inverse, une exigence bienveillante qui renforce la confiance en soi et de l'enfant, de l'adolescent, permet de développer son cortex orbitofrontal et d'agir avec lui-même avec bienveillance. Le fait d'aborder simplement la bienveillance par un aspect neurologique nous fait prendre conscience que c'est vraiment quelque chose qui dépasse, on en reparlera, le supplément d'âme, et que c'est un élément qui devient incontournable. L'objectif, c'est ça, s'appuyer sur la recherche pour nous montrer que ces éléments-là dont on a déjà parlé, qu'on a déjà retraversé, s'avèrent d'autant plus de manière incontournable et doivent s'ancrer définitivement dans nos pratiques. Autre exemple, sur la place de l'erreur dans les apprentissages. On l'a dit tout à l'heure, Christian mentionnait tout à l'heure le système 1, qui est le système heuristique, et le système 2, le système réfléchi. L'erreur, en fait, il est très intéressant de voir que aborder le système de Kahneman porte un regard différent sur l'erreur. Je prendrai comme exemple cette petite illustration en haut à gauche, où au début, les enseignants vous disent que les erreurs sont les petits bouts de papier qui sont chiffonnés et que la lumière représente la réussite, le moment où l'élève atteint une compétence. Après avoir réfléchi sur la pensée humaine et avoir s'être interrogé sur la place de l'enseignant, il voit autre chose. Il voit autre chose qui vient compléter. Ils se disent, en fait, les boulettes de papier, ça pourrait être aussi les situations qu'on donne à nos élèves et sur lesquelles on ne provoque pas d'erreur, où on n'est pas en mesure de réfléchir sur l'heuristique de nos élèves, où on n'est pas en mesure de montrer à nos élèves qu'il est important qu'ils se servent de son système réfléchi pour revenir sur l'heuristique. Et ils nous disent, la lumière, c'est justement l'erreur. C'est là où l'élève nous donne un indice qui nous donne des indications sur comment est-ce qu'on peut l'aider. Et l'erreur peut être vue, du coup, de cette manière-là.
c'est une production neuronale. L'erreur, c'est la compagne de toute élaboration mentale. L'erreur, c'est un signe d'apprentissage. L'erreur, c'est nécessaire à la modification du circuit neuronal. Bref, vous comprenez, si la pédagogie de l'erreur n'est pas nouvelle, les neurosciences permettent d'avoir un éclairage différent. Pour définir l'apprentissage, la pensée humaine, on en a parlé précédemment, l'apprentissage, si on fait prendre conscience que c'est exactement ce qui se joue entre l'heuristique et le CE, alors on voit un petit peu, on mesure un petit peu l'importance de notre place entre cet élément-là. Et ça rajoute du sens au fait qu'on ne transfère pas des apprentissages, mais qu'on les construit, qu'on est co-constructeur. Pour reprendre la définition de l'apprentissage de Sylvain Connac, comprendre, mémoriser, transférer, là aussi, il est intéressant d'y mettre certaines indications qui relèvent des neurosciences. Par exemple, le fait de comprendre au niveau neuronal, c'est la création synaptiques entre des réseaux non encore en lien. Par exemple, transférer, qu'est-ce que c'est? Au niveau neuronal, c'est la mise en lien de liaisons synaptiques relatives au premier apprentissage avec d'autres liaisons synaptiques. On sait ce que c'est le transfert, on sait ce que c'est la compréhension, on sait ce que c'est la mémorisation, mais les neurosciences nous en disent un petit peu plus. Pour définir la métacognition, là aussi, élément essentiel, Christian l'a abordé tout à l'heure, la métacognition et le sens de la photo n'est pas là un hasard, c'est le système 2 qui permet de voir comment fonctionne l'heuristique, comment fonctionne notre heuristique. Daen, qui nous donne une définition de la métacognition, nous dit c'est le processus qui surveille les autres processus cognitifs et qui permet de les manipuler. Cela s'apparente donc à l'autorégulation. Cela s'appuie sur la capacité de notre cerveau de savoir ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il est fondamental d'avoir cet éclairage neuroscientifique. En un mot, pour conclure cette première partie sur la formation, pour mettre en avant que ces fondamentaux, ces approches ne sont plus des suppléments d'âme, comme le disait Éric Préra à propos de la bienveillance, et ce ne sont pas des manières de faire autrement, ce n'est pas un plus dans notre pédagogie, mais c'est la voie sur laquelle la recherche nous invite à nous lancer pour un enseignement plus performant, car mieux adapté à nos élèves et à notre temps. Il est fondamental de pouvoir franchir cette première étape qui vient confirmer de manière définitive certaines approches dans notre pratique. Donc, on nous dit, on renforce des convictions, on propose un nouvel éclairage sur les fondamentaux, certes, mais également, ça permet de justifier, de revoir et d'adapter une posture ou une approche pédagogique qui sont déjà dans notre palette enseignant ou alors de manière théorique, c'est-à-dire on sait que ça existe, mais on ne le met pas systématiquement en place, ou alors on l'a, mais peut-être pas de manière systématique et pas de manière régulière. Pourtant, lorsqu'on évoquait tout à l'heure la transversalité, il est certain que les rétroactions et les feedbacks sont typiquement une parfaite illustration de ce qu'est la transversalité, puisque ça met en place, ça recoupe l'estime de soi, l'engagement, le flow, la flexibilité cognitive, la métacognition, l'autorégulation. Et si John Hattie nous avait déjà alerté, avait déjà révélé et mis en avant la force phénoménale que représente ce levier pour faire progresser nos élèves, encore une fois, les neurosciences nous disent la même chose, mais nous l'explicitent. Et parce que ça prend davantage de sens pour nous, il est fort à parier que cela devienne plus systématique. De même pour les routines de pensée, où la légitimité neuroscientifique, sa justification, va peut-être nous aider à dépasser parfois le sentiment de perdre un peu de temps, alors qu'en fait, c'est une manière d'en gagner et d'amener nos élèves à explorer, à approfondir, à organiser, à synthétiser. Autre élément, les neurosciences, les neurodidactiques nous invitent à questionner la posture de nos élèves par rapport au savoir. On l'a vu, on nous dit que nous avons un cerveau prédictif, un cerveau statisticien, qui nous amène à privilégier toutes les démarches qui développent une attitude élève active, engagée, une attitude de chercheur qui se questionne et formule des hypothèses. Puisqu'on sait qu'un cerveau, on ne le remplit pas, qu'on ne transfère pas les connaissances, mais qu'on contribue à leur construction, il paraît inévitable d'écarter les scénarisations pédagogiques qui voient un élève passif,
consommateurs d'informations, engloutisseurs de connaissances, de les écarter au détriment de quoi? Eh bien, pour des démarches actives, des démarches d'enseignement-apprentissage, des démarches d'investigation ou des méthodologies hyperdoc qui, sans forcément le dire de manière systématique et de manière visible, s'inscrivent parfaitement dans les conceptions de neuropédagogie et dans les conditions de neurodidactique. La classe inversée, elle aussi, n'arrive pas par hasard et s'inscrit dans cette volonté-là. L'apprentissage entre pairs, pareil. La coopération, ce n'est pas un moyen de faire classe de manière plus sympa. Les neurosciences sont assez éloquentes là-dessus. Les disciplines émergentes le confirment sans ambiguïté, ce que nous pressentions déjà. Ça marche parce que c'est adapté au mode de fonctionnement du cerveau et que cela répond aux défis de demain. Autre élément aussi qui est confirmé par les neurosciences, c'est la différence entre les apprentissages distribués et les apprentissages massés. Les apprentissages massés, c'est ce qu'on pourrait voir ici en bas. C'est une succession un peu comme les manuels, les chapitres d'un manuel avec une découverte, une systématisation, un entraînement et une évaluation. Or, on sait maintenant que les apprentissages massés, le cerveau court-circuite son système de rétropropagation des erreurs et il n'active pas, ce dont tu parlais, Christian, précédemment, il n'active pas son système d'autorégulation qui lui permet de remettre en cause les hypothèses formulées précédemment erronées, bref, de travailler sur son système 1. Alors qu'un apprentissage distribué, c'est un apprentissage qui est distribué sur un temps plus long avec des séances plus courtes, qui diminue la charge cognitive. Et entre chaque étape, entre chaque période d'apprentissage, le cerveau stabilise le processus de mémorisation, notamment pendant les phases de sommeil, et ça permet de réajuster les connaissances antérieures. Donc, il y a des méthodes en fait, qui s'appuient déjà là-dessus. Ce qu'on voit ici, par exemple, c'est un élément de la méthode heuristique des mathématiques. Et on peut penser également à un apprentissage distribué en études de la langue à travers la méthode PICO, qui peut être un exemple. Pour terminer cette deuxième partie sur le fait de reconsidérer des éléments fondamentaux et de les reprendre dans sa pratique à leur juste valeur et avec l'importance qu'ils méritent, lorsqu'on reparle avec mes collègues, même aguerris, sur le traitement de l'erreur et qu'on dit qu'entendre une réponse ne suffit pas à changer l'algorithmicité, lorsqu'on dit que comprendre quelque chose ne suffit pas forcément à l'intégrer au système 1, et lorsqu'on dit qu'un entraînement non régulier, c'est prendre le risque de ne pas permettre la réorganisation et que ce serait donc comme réapprendre à chaque fois, même des enseignants aguerris, sans forcément revoir de fond en comble leurs pratiques, rejustifient certaines pratiques et se disent « ça, il faut véritablement que j'insiste sur ce point ». Et on a une collègue qui le regroupe très bien, qui le résume très bien, c'est Marjorie, qui est enseignante dans le réseau MLF America et qui, sur cette courte vidéo, à travers son rapport à l'enseignement des langues, va nous expliquer un petit peu, pour illustrer notre propos, que les neurosciences lui ont permis de réfuter, d'invalider et d'approfondir certains éléments. Donc moi, je suis Marjorie de Criem et je suis conseillère pédagogique MLF America sur le réseau Amérique du Nord. Et donc, je participe au DU Neurosciences et je voulais juste vous expliquer un petit peu comment ça me paraît, ça a été une véritable révélation à certains niveaux. Moi, je travaille beaucoup sur le plurilinguisme parce qu'en Amérique du Nord, on a un contexte qui est forcément bilingue, voire plurilingue. Et donc, en fait, ça a remis en question un petit peu certains items, certaines choses que je travaillais avec les participants à des formations. Et donc, voilà, c'est juste pour vous donner des petites indications comment, en fait, se plonger dans les neurosciences, ça peut également apporter quelque chose au niveau de sa formation personnelle. Donc, tout d'abord, en fait, il y a des choses qui vont être bouleversée et notamment il y a des choses pour moi qui ont été complètement réfutées, c'est-à-dire qu'en fait il y a des théories qui disaient que par exemple un enfant bilingue il ne pouvait être un vrai bilingue
que quand il avait appris les 2 langues dans sa plus tendre enfance, qu'il avait été exposé aux 2 langues de façon égale, etc. Et puis également qu'il y avait des stages d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on avait un certain âge. Ensuite, c'était plus difficile d'apprendre une langue ou d'apprendre des nouvelles habiletés. Alors en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la plasticité cérébrale et l'idée que le cerveau, au contraire, il est toujours en mouvement. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle, hein, c'est qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. La deuxième chose que ça a invalidé, en fait, c'est souvent, et moi je pensais également que ça pouvait être un élément, un facteur déterminant, c'est qu'en fait, si on parle plusieurs langues, on va ajouter des difficultés. Et moi, j'ai souvent entendu que quand un élève était en difficulté dans nos écoles françaises, peut-être qu'il valait mieux qu'il aille en école américaine, comme ça, il parlerait qu'anglais, et puis en fait, ça serait plus simple. Et donc, on est là dans ce qu'on appelle le bilinguisme soustractif, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'une langue peut en écraser une autre, un petit peu à la manière d'un disque dur. Et en fait, l'épigénétique, c'est-à-dire si on commence à faire un petit peu des recherches sur tout ce qui est, par exemple, don des langues, on dit qu'on est doué dans une matière, ou voilà. Et en fait, ça nous montre que non, on peut avoir certaines prédispositions génétiques, mais il y a aussi pas mal de choses qui vont être liées au contexte d'exposition, au contexte de scolarisation, à l'environnement dans lequel on évolue, si on se sent bien, si on n'est pas trop stressé, etc. Donc, c'est également des choses qui ont été remises en cause complètement de mon côté par rapport à des nouvelles notions. Et surtout, en fait, ce qui m'importe beaucoup, c'est qu'en fait, on n'est pas seulement dans l'intuition, c'est que là, on a vraiment des sources scientifiques qui nous aident à comprendre certains phénomènes. Et puis également, ça peut être l'idée d'approfondir. Donc, par exemple, tout ce qui est intercompréhension des langues. On a l'idée également qu'en fait, si on apprend des langues, c'est de plus en plus facile. Plus on parle de langue, plus on va avoir de facilité à apprendre des nouvelles langues. Et alors ça, c'est pas du tout scientifiquement avéré, mais néanmoins, le fait qu'en fait, on fasse des liens entre les langues, qu'on puisse passer d'une langue à l'autre, que notre cerveau, en fait, fait des connexions, ça, c'est également quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Mais voilà. Donc ça m'a permis également d'approfondir encore le sujet et de m'intéresser à tout ce qui était pratique translangagière. C'est-à-dire, quand il y avait peut-être un problème de compréhension, passer par une première langue pour évacuer l'aspect cognitif et puis ensuite travailler sur la langue, l'étude de la langue, la linguistique pour s'exprimer, ça permettait en fait d'avancer plus vite. Et ça, moi, pendant longtemps, j'ai été professeure documentaliste et c'était quelque chose que je n'avais pas dans mes pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait faire une recherche documentaire en français, je demandais qu'on ait des sources en français, en anglais, pareil. Et en fait, dans les faits, utiliser les sources dans les langues où on est le plus à l'aise pour justement comprendre la notion, etc. Et puis ensuite, travailler sur le phénomène de transcription, de traduction dans la langue d'apprentissage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup moins onéreux en coût cognitif. Et donc, en fait, quelque part, on va évacuer la difficulté pour se focaliser sur la langue. Et je finirai en concluant que si vous voulez vraiment, vraiment vous mettre le cerveau en vrac et avoir une vraie formation neurosciences, le DU de neurosciences est fait pour vous. À très bientôt. Voilà, donc vous voyez notre collègue Marjorie, en fait, Moi, je suis Marjorie de Criem et je suis conseillère pédagogique MLF America sur le réseau Amérique du Nord. Voilà, excusez-moi, je vais essayer de repasser. Je reprends la main. Donc, moi, je suis Marjorie de Criem et je suis conseillère pédagogique MLF America sur le... Tu changes avec les flèches de l'ordinateur, peut-être souvent. Voilà, je vais changer avec les flèches de l'ordinateur. Du clavier. Ouais. Voilà, donc il était intéressant pour nous de partager cette expérience puisque Marjorie, quand elle dit « ça met le cerveau en ébullition », c'est vrai. On a gardé ces 3 termes de réfuter, invalider, approfondir. Quand on se plonge dans les neurosciences, ça remet pas mal en question beaucoup de choses. Ça en confirme exactement, ça dépasse l'idée d'intuition dont elle parlait. Donc, si on en est là, on a vu que ça renforce des convictions et que ça propose un nouvel éclairage sur des fondamentaux. On a vu également, et Marjorie nous l'a
confirmée, ça permet de justifier, de revoir et d'adapter une approche pédagogique. Mais est-ce que ça ne nous permettrait pas également d'envisager la nécessaire école du futur? Parce que si nous sommes petits bonhommes dans le coin en bas à droite, avec notre palette pédagogique même basée sur les neurosciences en train de graffiter dans notre coin, il est peu probable que nous puissions avoir un changement massif. Et est-ce que quelque part, un changement structurel fondamental ne serait pas nécessaire et nous ferait vraiment gagner du temps? C'est peut-être ce qu'on va se voir et on va repartir sur ces 3 verbes que nous proposait Marjorie: réfuter, invalider, approfondir. D'abord, réfuter. Bien sûr qu'il nous faudrait repenser de manière profonde la temporalité et la finalité de l'évaluation. L'erreur est un indice trop précieux que nous offrent nos élèves pour qu'elle soit sanctionnée. Elle doit être centrale dans le rythme d'apprentissage. Et de fait, la temporalité de l'évaluation doit être fondamentalement remise en cause. Les évaluations sommatives existent, c'est un fait, mais elles devraient se limiter aux examens passages, que sont le brevet et le baccalauréat. Le terme d'évaluation devrait par essence, par nature, englober l'aspect diagnostique et formatif. Il ne devrait y avoir que des évaluations de cet ordre-là. Donc là, ce serait déjà un sacré coup de pied dans la fourmilière, Christian, tu ne trouves pas? Oui, plutôt, oui. Parce que du coup, on changerait le statut de l'erreur et le regard que les élèves ont sur la question de l'erreur. On sait par les enquêtes PISA, par exemple, que les petits Français sont les plus anxieux pour aborder les mathématiques. Parce qu'au fond, chaque erreur, c'est une perte de points. Là, Et on ne parle pas des dictées. Et autre élément, la conception behavioriste, car si on a quand même pas mal fait évoluer la recherche pédagogique, on est quand même finalement sur une conception behavioriste dans l'évaluation, où en fait, on évalue une action avec une boîte noire, c'est par rapport au comportement attendu, par rapport à ce que l'élève produit, qu'on infère sur son degré de connaissance et on évalue par rapport à ça. Or, on est plus compétent que capable. Donc peut-être qu'il faudrait dépasser cette conception behavioriste de l'évaluation. Et dénoncer, est-ce qu'il ne faudrait pas réinterroger la prégnance du modèle piagétien dans la logique de construction des programmes? On l'a vu, Christian, tu nous en as parlé tout à l'heure, il n'est plus question des stades cognitifs de développement de l'enfant tels qu'on a pu les apprendre quand on était par exemple à l'UFM, et ce modèle-là ne tient pas. Pourtant, on est encore dans une forme de compartimentation qui s'en appuie en fait. Les programmes, par exemple, s'appuient là-dessus. La durée hebdomadaire, le découpage en horaire, par exemple, ça, c'en est finalement une trace. Et la compartimentation des enseignants. Notre système scolaire, sans doute dans un souci d'organisation et d'homogénéisation, segmente et compartimente les disciplines, les niveaux, les horaires. Ce découpage disciplinaire ne fait plus sens. On l'a vu en s'appuyant sur la manière dont fonctionne le cerveau, de la manière dont on apprend. Cette rigidité, en fait, nuit véritablement, sans aucun doute possible, au développement neuronal de nos élèves. On accélère un petit peu parce que le temps presse. Réinterroger les savoirs scolaires à enseigner. On peut également interroger la somme et la pertinence des savoirs scolaires qui sont enseignés. C'est notamment ce que nous suggère Edgar Morin dans son livre « Les 7 savoirs nécessaires pour élaborer l'école du futur ». Il nous dit par exemple que les savoirs qu'on enseigne aujourd'hui ne seront peut-être plus du tout pertinents dans 30 ans. Et il se pose alors la question de l'alourdissement des programmes. Quand oserons-nous opérer, faire des choix parmi ceux dont nous avons hérité? Quand oserons-nous faire des tris qui s'imposent parmi les savoirs académiques, dont l'accroissement d'ailleurs est galopant? Ce ne sont plus les connaissances en elles-mêmes qui sont centrales, ça on le sait, mais ce que nos élèves seront en mesure de faire, ce qu'ils seront en mesure de créer et de le faire ensemble. Tu as une formule qu'on aime bien, Christian, les programmes dans lesquels on puise. Oui, mais qui ne servent pas à s'épuiser. Et qui ne servent pas à s'épuiser. Quand je suis enseignant, en fait, ce qui compte, c'est d'aller puiser dans les programmes ce qui va former un individu, par exemple pour lui faire acquérir l'esprit critique, etc., et non pas, j'allais dire, pour l'épuiser dans la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur des programmes. Alors maintenant qu'on a réfuté et invalidé, il faudrait peut-être
approfondir avec notamment les compétences psychosociales. Alors, ce n'est pas nouveau, les compétences psychosociales, Christian? Non, mais non. On voit dans le petit carré là, 1990, et c'est créé par à la fois l'UNESCO, l'OMS. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est à la fois ce qui assure notre propre santé, puisque l'OMS y est dedans, c'est-à-dire un équilibre de vie. C'est-à-dire que pour tenir debout, eh ben, j'ai besoin aussi de ces compétences psychosociales pour donner du sens à ma propre existence, pour être capable de relever les défis de demain autant que des connaissances scolaires. Ça n'invalide pas les savoirs scolaires, mais il y a une question d'équilibre à retrouver entre tous ces éléments-là, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut peut-être se poser une question parce que si ces ambitions-là de développer les compétences psychosociales sont clairement affichées et on voit bien qu'elles sont déterminantes, il faut peut-être se poser la question pour voir si cet objectif est néanmoins atteignable sans repenser la structure et le fonctionnement de l'école. Mais d'ici là, en mode colibri, comme on le voit ici à droite, soyons déjà tous acteurs du changement à notre échelle. Et si tous dans notre pratique, dans nos équipes, dans nos écoles, on arrive à penser notre enseignement en l'appuyant, en le justifiant et en ayant en tête sur les recommandations qui nous ont été faites précédemment à travers la neurodidactique, nul doute que déjà, en mode colibri, on contribuera à modifier l'école de l'intérieur de manière durable et surtout à apporter davantage et à apporter à nos élèves ce dont ils ont véritablement besoin. Alors, Christian, on a plein de choses à présenter, plein de ressources. Marjorie parlait par exemple du DU Neurosciences. Il est ici sur la gauche. Pour ceux qui ont la chance de travailler à la Mission laïque française sur le forum pédagogique, toutes les formations, en fait, même s'il y en a peut-être 2 qui sont clairement étiquetées neurosciences, il y a énormément de pratiques pédagogiques que vous pourrez rajouter dans votre palette et qui répondent à ces considérations-là qui vont donner des couleurs à notre école. Ensuite, avec le garage pédagogique qui est absolument exceptionnel et unique. Exactement, le carrage pédagogique qui vous permet de poser des questions, justement, de faire des passerelles entre votre classe telle qu'elle est et vos envies et vos questions. Vous voyez en dessous, et lorsque vous recevrez la présentation, en cliquant dessus, vous arriverez directement dessus. Marjorie est la reine du Padlet, et quand elle s'y met, elle fait des merveilles, et vous allez pouvoir voir énormément de choses, notamment ici des instantanés pédagogiques avec différents thèmes, avec à chaque fois un ouvrage, un podcast et une fiction en lien avec différentes thématiques neuroscientifiques. Et puisque vous en voulez encore, on en a encore, on vous propose, allez, Christian a dû choisir ses renoncés, et Dieu sait que le renoncement a été difficile, on en a gardé cependant 2, Apprendre, de Stanislas Dehaene, et 2 éléments sur les compétences psychosociales. Pareil, vous n'avez même pas à les chercher. Si vous cliquez dessus, vous allez directement arriver dessus. Christian, on te laisse le mot de la fin. Mais d'abord, merci à toi. Et je sens bien qu'il y a beaucoup de choses à dire, etc. Sans doute, le mot de la fin, c'est de dire aux enseignants, vous avez aujourd'hui à votre disposition beaucoup de, comment j'allais dire, de moyens, ce que tu as présenté, pour avancer tranquillement dans votre univers et en même temps, comment dire, une certaine exigence, une certaine, enfin, l'éthique professionnelle, c'est pas de subir les choses. Et je conclurai peut-être par ça, un enseignant, il a une temporalité différente de tous les gens en général, c'est-à-dire qu'il y a 3 temps dans la vie d'un enseignant. Il y a l'immédiateté, premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais demain avec mes élèves. Il y a un deuxième temps qui est le temps de l'année scolaire. Est-ce que je vais pouvoir, au fond, faire tout mon programme? Et puis, il y a le temps de sa vie professionnelle qui ne peut être concevable que dans une logique de développement professionnel. C'est-à-dire comment je ne vais pas m'épuiser avec les élèves, mais comment je vais m'enrichir toute ma vie par rapport à ce qui m'est proposé. Et donc, tout ce que tu as dit, il faut que les gens se disent, ça c'est ce qui doit nourrir le 3e temps de ma vie, cette temporalité dans la durée. Oui, nous aussi, il est nécessaire à travers notre formation professionnelle qu'on puisse atteindre
le flow. Vous comprenez mieux pourquoi est-ce que Christian est notre neuro-Jedi. Merci beaucoup pour ces paroles et merci à vous pour votre attention. Merci Jim. Je pense qu'on va générer une certaine frustration dans votre présentation fut riche et les questions probablement pléthore, mais il va falloir que nous nous arrêtions là car il est l'heure.